Bonsoir à tous, bienvenue. Son retour est imminent. Laurent Gbagbo a reçu ses passeports ce vendredi, un acte d'apaisement de la part des autorités. Selon l'ancien président, il envisage un retour dans les prochains jours. Quel bilan la CEI tire-t-elle de l'élection présidentielle? Après 3 jours de séminaire, la commission électorale indépendante vient de rendre ses conclusions. Et puis, manque d'eau, absence de voies bitumées, les populations d'Iré dénoncent la précarité dans laquelle elles vivent. Et pourtant, la cité est l'une des capitales de l'exploitation aurifère en Côte d'Ivoire. Après 3 jours de séminaire pour faire le bilan de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEI, la commission électorale indépendante, a rendu ses conclusions ce vendredi. Les précisions dans ce reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedou. 3 jours de travaux pour faire le bilan de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. La CEI, commission électorale indépendante, ne manque pas de faire aussi une auto-évaluation. 6 commissions techniques ont planché sur tous les aspects du processus électoral. Objectif, tirer les leçons d'une élection dans un contexte particulièrement tendu et marqué par des violences communautaires. Le président de l'institution livre les conclusions. Le rapport provisoire lu par M. le secrétaire général a mis en exergue des acquis indéniables. Je pourrais citer, sans être exclusif, notre sens de l'anticipation et de la célérité, notamment dans le déploiement de certains matériels, nous a été très utile. Sur ces aspects que nous considérons comme des acquis, nous devons les améliorer. Chers collaborateurs ici présents, nous avons aussi et objectivement relevé nos insuffisances et nos faiblesses. Cela est très important pour la suite. Mais le plus important, et pour lequel je me réjouis, ce sont les fortes recommandations que nous formulons pour remédier aux maux et aux entraves opérationnelles. Je voudrais relever quelques-unes. Sur la question relative au cadre légal et réglementaire, il convient d'ajuster les dispositions en proposant la modification de l'article 127 de la Constitution en retenant le délai de 45 jours prescrit par le Code électoral pour la publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. L'exemption de la preuve du domicile, de la résidence, de l'inscription au rôle des contributions et de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire pour les requérants sollicitant un changement de lieu de vote dans la même circonscription électorale. L'annulation du parrainage de l'électeur ayant donné une double signature. Cette élection présidentielle qui a vu la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara fait partie désormais du passé. Les regards sont déjà arrivés vers les élections législatives à venir. Demain, premier samedi du mois de décembre, se tiendra la 45e édition du Grand Ménage. Elle verra la participation de nouveaux partenaires dans la lutte contre l'insalubrité. Et c'est la commune de Treichville qui accueillera cette nouvelle édition. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. L'opération Grand Ménage reprend ses droits. Et c'est Treichville qui accueille la 45e édition. 2 nouveaux partenaires dans le combat contre les ordures, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Signature de protocole d'accord et remise de fanions pour acter ce partenariat. Chaque fois que nous parlons de propreté, d'assainissement, et chaque fois que j'ai des alliés, des personnes qui s'engagent à mes côtés, c'est pour moi une petite victoire. Et ce soir, je suis heureuse d'avoir l'honneur d'avoir pour allié principal le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, votre ministère, pour nous accompagner dans ce vaste chantier de salubrité et d'assainissement. Pour consolider l'opération, je voudrais vous annoncer solennellement que j'engage aussi les sapeurs-pompiers civils dans les opérations Grand Ménage.
Madame la ministre, dans toutes les villes du pays accueillant un camp de pompiers civils, ils seront désormais des acteurs locaux des opérations Grand Ménage. Il nous revient de continuer sur notre lancée. Il nous revient d'accompagner le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. L'opération Grand Ménage a été instituée en février 2017 pour que, de façon communautaire, le ministère en charge de la salubrité et la population, dans une synergie d'action, puisse marquer un arrêt le premier samedi de chaque mois pour le nettoyage des cités, les quartiers et les villes. Difficile pour les personnes handicapées de s'épanouir dans un monde où tout est fait pour les personnes valides, mais certains handicapés ont réussi le pari. Parmi eux, l'ancien ministre Joël Nguessan. Il a été célébré par Agnès Crédy, l'auteur du livre « Les affranchis du sort ». Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. L'image des personnes handicapées est en général associée à la mendicité. Un stéréotype vite balayé par les succès des personnes vivant avec des handicaps dans différentes activités professionnelles. Ils sont appelés les affranchis du sort, titre éponyme d'un livre qui consigne une vingtaine de ces success stories. L'auteur Agnès Crédy rend hommage à l'un de ces affranchis du sort, l'ancien ministre des Droits de l'Homme, Joël Nguessan. Celui qui est à la tête du conseil de gestion de votre institution est un affranchi du sort et pas n'importe lequel. Comme le dit bien à propos le ministre Dogo Raphaël, il est un affranchisseur d'affranchis. Le ministre Joël Nguessan et moi, c'est une rencontre au-delà d'un témoignage. C'est une fraternité au-delà d'un projet littéraire. Mais quelle belle aventure que ma rencontre avec un grand homme porté par le défi du meilleur, qui est le titre de son chapitre. Pour le président de la FACI, Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, l'homme célébré est un modèle. Certains ont pu dépasser, être là où ils sont aujourd'hui, grâce à d'autres affranchis. Et au premier rang de ceux-ci, le ministre Joël Nguessan. Il est le pionnier du mouvement associatif des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Il est le pionnier et un des membres fondateurs, pour ne pas dire le principal membre fondateur, du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Celui qui a perdu l'usage de ses jambes dès l'âge de 2 ans à cause de la poliomyélite et qui a eu un parcours brillant malgré son infirmité, s'est dit honoré. Je tiens à dire merci à la journaliste et émérite écrivaine Agnès Crédy, qui a voulu jeter un regard sur certaines personnes qui ont pu s'affranchir de leur sort, surtout du fait qu'en apparence, ils sont handicapés. Notre pays a besoin que nous ayons une solidarité active, une solidarité réelle vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont démunies, que ce soit les personnes en situation de handicap ou bien les personnes qui sont défavorisées socialement. Cet hommage est le premier d'une série selon l'auteur qui prévoit une caravane au profit de 20 affranchis du sort. Vous l'avez vu dans le reportage, l'ancien ministre Raphaël Dogo, également président de la plus grosse fêtière des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, est avec nous sur le plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes handicapées qui nous regardent ce soir et qui vous admirent pour votre parcours, pour votre résilience? Merci. Je crois que si j'avais un conseil à donner, c'est de dire que d'abord, le handicap, mon handicap ne m'enlève rien. Voilà, le handicap, au départ, la communauté internationale parlait d'invalidité. Après, c'est monté à l'infirmité. Et ensuite, les capacités. Mais en réalité, le handicap, c'est surtout le désavantage social. Donc, c'est ce que vous-même, vous avez comme conception dans la tête. C'est ça qui fait votre handicap. Et moi, je ne me sens pas handicapé du tout. Nous sommes au lendemain de la journée mondiale des personnes handicapées. Le thème retenu cette année, et si on changeait le regard, quel regard faut-il changer, monsieur le ministre? Oui, et si on changeait de regard, parce que, vous savez, dans la société traditionnelle africaine, la personne handicapée est perçue comme un reclus, comme quelqu'un certains enfants, on les appelle les enfants serpents, donc on les met dans l'arrière-cour. Voilà. Or, il s'avère que justement, à travers ceux parmi nous qui ont pu s'affranchir de ce handicap-là, qu'à la limite, le handicap est même un avantage, parce qu'il permet de se surpasser. Donc, nous pensons que si on changeait de regard, les choses allaient être mieux pour ces personnes-là et pour la communauté nationale. Et quel est le meilleur moyen pour changer justement ce regard, selon vous?
le meilleur moyen pour nous, c'est de créer une conscience nationale communautaire en faveur des personnes handicapées, de telle sorte que vous soyez gouvernant, vous soyez parents de personnes handicapées, vous soyez amis des personnes handicapées, vous soyez citoyen tout court, vous ne percevez pas la personne handicapée en fonction de son infimité, mais vous la percevez en fonction de ce qu'elle peut apporter, n'est-ce pas, comme concours pour elle-même et pour le reste de la société. Quels sont les acquis qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire en matière d'inclusion sociale et quelles sont les avancées à faire? Les acquis sont, je puis dire, nombreux. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris depuis plusieurs décennies des mesures assez intéressantes. Nous avons, en matière de lois et de textes en faveur des personnes en situation de handicap, j'ai pu dire que la Côte d'Ivoire est même dans le peloton de tête des pays africains. On a une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, la loi 98-594 du 10 novembre 1998 d'orientation en faveur des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention 159 de l'OIT concernant la rédaction professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Et récemment, le président de la République, que je voudrais profiter de ce micro pour remercier, voilà, il a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en janvier 2014. Donc, en termes de, si vous voulez, de droits acquis, il n'y a rien à dire, nous sommes vraiment bien lotis. Et si vous aviez le président Alassane Ouattara en face de vous ce soir, qu'auriez-vous envie de lui dire pour améliorer les conditions des personnes handicapées en Côte d'Ivoire? Je lui aurais dit de promouvoir la paix, parce que lorsqu'il n'y a pas de paix, les personnes handicapées sont les premières à en souffrir. Et je leur ai demandé enfin de créer un ministère dédié aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Dogo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, madame. Et puis dans le cadre de la journée mondiale des personnes handicapées célébrée hier jeudi, des non-voyants et malentendants ont reçu la visite du CNDH. C'était en présence de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Yopougon, Institut national de la promotion des aveugles et école ivoirienne pour les sourds. Les élèves font montre de leur talent artistique. C'est la célébration de la journée mondiale des personnes handicapées en présence du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. La vice-présidente de l'institution évoque quelques efforts du gouvernement dans la promotion de l'emploi des personnes vivant avec des handicaps. Le gouvernement a procédé en 2016 et en 2019 à des recrutements dérogatoires de personnes en situation de handicap. Une opération inscrite au nombre des actions à mettre en œuvre dans le cadre du PS-Gouv 2019-2020. Ainsi, 200 personnes ont été recrutées au titre de l'année 2019, ce qui porte à 1295 le nombre de personnes en situation de handicap recrutées de façon dérogatoire à la fonction publique depuis le début de cette opération en 1997. Notons que, dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme, le CNDH a entrepris une série d'activités, entre autres des journées portes ouvertes, des séances de sensibilisation contre le sida. Je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo est en possession de ses passeports diplomatiques et ordinaires. Il pourra enfin rentrer en Côte d'Ivoire, un acte d'apaisement de la part des autorités, selon l'ancien président. Il envisage un retour dans les prochains jours. Salif Yalikwe. L'ancien président Laurent Gbagbo a reçu ce vendredi 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Cette information a été annoncée à travers un communiqué de l'un de ses avocats, Maître Abiba Touré. Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique des mains de Madame l'ambassadeur Nagozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Belgique. Il salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l'apaisement. Ayant maintenant son passeport, il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre 2020 et a désigné à cet effet le ministre Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, pour approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude, conformément à son statut d'ancien président de la République. Cette décision a été saluée par de nombreux acteurs de la scène politique ivoirienne. Dans un communiqué, la branche dirigée par Dr Assoa Adou se réjouit. Le FPI se réjouit de la remise de ces documents
et salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique. Le FPI demande aux autorités ivoiriennes d'étudier avec diligence les conditions du retour du président Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, où sa contribution à l'avènement de la paix est attendue de tous les Ivoiriens. Dans la même veine, Dr Hyacinthe Blé, spécialiste d'histoire politique, note que cette décision des autorités ivoiriennes contribuera à favoriser une décrispation de l'environnement sociopolitique dans le pays. Pour moi, c'est l'application du droit. Laurent Gbagbo, pour son statut d'ancien chef d'État, mérite donc un passeport diplomatique. Donc ça, c'est l'application du droit. Secondo, en tant qu'Ivoirien, il mérite donc un passeport ordinaire. Cela contribue à l'apaisement, je dirais, de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pourquoi cela? Parce que depuis un moment, même avant et après les élections, la Côte d'Ivoire était vraiment emprunt aux violences. Le président, je pense que les jours qui viennent, prendra encore d'autres décisions pour décrisper l'atmosphère politique. Il faut permettre que l'ex-président Laurent Gbagbo rentre, il faut permettre que les exilés rentrent, il faut permettre que tous ceux qui sont en prison soient libérés. Et après, il faut engager le dialogue sincèrement, de sorte que la paix revienne, pour que les élections à venir, parce qu'il y a les législatives, il y a les municipales, tout ça, il faudrait que ces élections-là soient vraiment apaisées et que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. À l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020 par la Cour pénale internationale dans l'affaire des violences post-électorales ivoiriennes de 2010-2011, Laurent Gbagbo, actuellement à Bruxelles, veut regagner son pays où il a été condamné par contumace dans une affaire de braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Direction Iré, dans le département de Divo. Cette localité est devenue, au cours de cette décennie, une des capitales de l'exploitation aurifère en Côte d'Ivoire. Une exploitation qui ne profite pas à la ville, absence de voies bitumées, manque d'eau dans certains quartiers. Les habitants plaident pour un développement de ce chef-lieu de commune. Nadia Eja, Mathurin Badé. Iré, chef de commune, situé à 38 km de Divo. La localité autrefois considérée comme le grenier agricole du Lodjibois abrite aujourd'hui 2 sociétés et 3 exploitations minières. Une ville aurifère qui concentre 33% du potentiel national en exploitation d'or. On a une ville minière, on a 2 sociétés minières, Afrigold, Endeavour, et puis on a 3 exploitations minières dans la ville. Et comme vous avez pu le constater, on a une mine qui est même à l'intérieur de la ville. Si la ville contribue au développement de l'industrie minière en Côte d'Ivoire, elle montre un visage peu reluisant. Pas une seule voie sans rencontrer de la terre rouge poussiéreuse. La route principale est quant à elle dégradée par des nids de poules. Avec le problème des mines qui est avec nous ici, on doit bénéficier beaucoup de ces bénéfices sur Iré. Avec les routes à l'intérieur de Iré, on ne peut même pas circuler, sauf les 3 pneus qui arrivent à déposer même ciment chez nous à la maison grâce aux 3 pneus. Sinon, il n'y a pas de route à l'intérieur de Iré. Ce n'est pas facile et je pense bien que vraiment, si l'État peut faire quelque chose sur ce point-là, ça va nous arranger, nous, les habitants de Iré. Une situation pénalisante pour les acteurs du transport. Nous avons vraiment des problèmes pour arriver à faire passer facilement nos passagers parce que souvent on agresse les passagers. Un peu seulement il y a des accidents à cause des routes. Une semaine, les gens vont au garage pour réparer les voitures. Donc ça fait qu'on a beaucoup de difficultés pour travailler normalement. À cette triste réalité s'ajoute le manque d'eau courante encore récurrent dans certains quartiers, comme ici au résidentiel. Tu es obligé de lever à 4 heures avant d'avoir l'eau. Souvent aussi ça vient dans la journée, vers 14 heures. Si tu ne t'es pas rendu compte, si tu as des rencontres, c'est fini, c'est déjà coupé. Tu es obligé d'aller chercher l'eau dans le puits. Le regard tourné vers de plus hautes autorités, le maire appelle à un appui pour le développement de sa commune. La personne qui peut aujourd'hui nous apporter, c'est le président de la République. Depuis 10 ans que l'or est exploité à Iré, nous on estime qu'on ne voit pas trop l'impact de l'exploitation minière aurifère à Iré et sur notre développement, sur nos infrastructures
et vraiment sur le confort de la population. Notons que des travaux sont entamés pour le bitumage de la voirie principale à partir du village de Didoko jusqu'à Iré. De quoi soulager les quelques 70 000 âmes vivant dans la localité. C'est un bon début, mais les attentes des populations sont bien plus grandes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. MCI Reportage avec un sujet ce soir sur Assini, l'incontournable paradis ivoirien.